Un passeur vient de déposer cette famille afghane à Genève. Elle a fui le régime des talibans et l'interdiction faite aux femmes d'étudier et de travailler. Une connaissance les amène directement chez un avocat. C'est vraiment à cause des talibans que vous avez dû fuir le pays? Oui, à cause des talibans. En Afghanistan, l'homme d'affaires travaillait avec l'ancien pouvoir, proche des Américains. Le régime islamiste le rackette et le menace. Si tu n'envoies pas l'argent au Pakistan, ça va mal se passer pour toi et ta famille. Obligé de fuir l'Afghanistan pour se mettre à l'abri, ce père de famille a dû payer le prix fort aux trafiquants, 11 000 $ par personne, 44 000 $ en tout. Thank you very much, sir. Bye. Sur la route, les risques et les prix augmentent. La cupidité des passeurs est sans limite, à l'heure où les contrôles aux frontières se renforcent. En 2023, près de 3000 migrants sont morts en Méditerranée. Des passeurs sans scrupules ont entassé 750 personnes sur ce bateau vétuste. 650 vont perdre la vie. Ils se réjouissaient d'arriver en Italie. Leur embarcation a fait naufrage. Les passeurs y avaient placé 190 personnes. Dans quelques heures, la moitié d'entre elles va mourir. Parmi les victimes, Kenan, un jeune Afghan en lien avec Genève. Ce bar du quartier des Eaux Vives appartient à sa famille, des Suisses d'origine afghane. Kenan était leur neveu et cousin. Il était adorable, avec une rage de vaincre. Ça, c'est Antoine. Peu avant le drame, ils ont passé une semaine avec lui à Istanbul, ville où Kenan attendait impatiemment que les passeurs lui donnent le signal du départ. 12 fois déjà, le jeune Afghan avait tenté sa chance sans succès. Donc là, c'était vraiment sa dernière chance. Il était déterminé à faire quelque chose pour sa famille. En fait, on va dire qu'il se voyait, lui, comme le seul espoir. Je pouvais voir dans ses yeux une certaine peur, mais est-ce qu'il avait vraiment d'autres choix? Je pense pas. Comme s'il pressentait que ses jours étaient comptés, la veille du départ, Kenan envoie cette dernière vidéo à sa famille. Dunya فاصله بین یک آذان و یک نماز است. تولد میشه آذان تا میخوانن، دگوشت میگن، میموری آذان نماز تا میخوانن. اینما کجای بچگاه خوری نیزه دنیا. خوش باشه. Je dis pourquoi lui? Pourquoi? Il ne méritait pas ça. Parce que c'était un garçon qui avait plein d'espoir. Il voulait venir ici pas seulement pour lui, pour ses parents, pour ses frères, sa sœur, pour la famille. Mais malheureusement, le destin, c'était autre chose. Patron des lieux et oncle de Kenan, Abdol Hamedi est informé le premier de la tragédie. Il part immédiatement en Italie pour reconnaître le corps. Ça, c'est la salle le premier jour qu'on est arrivé, avec toutes les cercueils. C'était 84, 90, la famille, les enfants. Puis tous les jours, ils trouvaient des cadavres et amenaient là-bas. Ça va rester jusqu'à la fin de la vie dans ma tête.
des familles entières qui sont parties. Par exemple, une famille de 7 personnes, il y a un survivant, 6 ils sont tous partis. C'était vraiment très dur, hein. Très dur. Voici le bateau de Kenan, quelques heures avant le drame. Pourquoi a-t-il fait naufrage? Le consortium Lighthouse a mené l'enquête. Ces images ont été prises par Frontex, le gendarme européen des mers. L'embarcation a quitté les côtes turques il y a 4 jours et fait route vers l'Italie. Nous sommes le 25 février 2023, quelques heures avant la tragédie. Un seul homme est visible sur le pont, mais les émanations thermiques indiquent qu'un grand nombre de personnes se trouvent dans la cale. À bord, avec violence, les passeurs interdisent aux passagers de prendre l'air. À 22h26, alors qu'une tempête s'annonce, Frontex avertit les autorités italiennes qu'une embarcation pouvant transporter des migrants s'approche de leur côte. À 4h du matin, sans que les Italiens soient intervenus, le bateau se fracasse sur un banc de sable et coule en quelques minutes. Alertés par les cris et les lumières des téléphones, des pêcheurs filment ces images diffusées par la RAI. Plus de 2 heures après le naufrage, les secours arrivent enfin sur la plage. C'est trop tard pour 94 migrants, dont 35 enfants. J'y pense tous les jours, toutes les nuits. Chaque jour et chaque nuit. Mojtaba se trouvait sur le bateau avec Kenan. Il a survécu par miracle. C'est ici, juste ici. C'est là, à 150 mètres du bord, que 94 personnes sont mortes, assommées par des débris, étouffées par le mazout, noyées dans l'eau glaciale. Je ne voyais rien. J'entendais des cris et des gémissements. La seule chose que j'ai pu voir, ça a été une planche en bois qui flottait. Je me suis agrippé et j'ai pu monter sur cette planche avec beaucoup de peine. J'attendais ma mort. Il y avait des cadavres qui flottaient tout autour de moi. Une vague immense est arrivée et m'a projeté là-haut, sur la dune. Ce sont mes chaussures. J'ai enlevé mes habits ici. Tous nos habits sentaient le mazout.
Quand on est parti d'ici, il y avait 20, 30 cadavres enveloppés dans des bâches en plastique, alignés les uns à côté des autres. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui s'était passé. La plupart venaient d'Afghanistan. Opprimés chez eux, ils étaient arrivés ici avec beaucoup de difficultés. Ce naufrage, l'un des plus meurtriers de 2023, a traumatisé la petite ville de Crotone. Les gardes-côtes attendent leur procès. Des survivants sont représentés par cet avocat. Pour lui, les passeurs et les autorités italiennes sont responsables. L'Italie ne peut pas faire comme si elle ne savait pas qu'il y avait un bateau de migrants, car la Guardia di Finanza l'a écrit. Elle l'a noté au stylo clairement. On a vu un bateau avec des migrants. L'Italie sait que la mer est démontée. Elle sait qu'il y a des vents forts. Elle sait qu'il fait froid. Et elle sait que les barques qui transportent des migrants sont surchargées. Dans ce type de situation, les autorités italiennes ont des obligations et des devoirs prévus par le droit de la mer international, européen et italien. Les autorités italiennes, la Guardia di Finanza et la Guardia Costiera, ne sont pas intervenues. Ce sera à la justice italienne d'établir si elles sont responsables. Moi, je dis qu'elles ne sont pas intervenues et qu'elles auraient dû intervenir. Deuxième procès attendu en Italie, celui des passeurs. 3 Turcs étaient aux commandes, assistés de 2 Pakistanais. L'un est mort, les autres dorment en prison. Ce capitaine est le plus important des 4 passeurs d'après le procureur de Crotone, parce qu'il est celui qui est en connexion avec l'organisation en Turquie. Les Turcs le font probablement pour l'argent, ou parce qu'ils sont employés par ceux qui sont basés en Turquie et organisent le voyage. Pour le journaliste Bruno Palermo, la justice italienne n'a pas mis la main sur les réels coupables. Si l'on veut vraiment lutter contre les passeurs, on ne doit pas se limiter à arrêter ceux qui se trouvent sur le bateau. Il faut arrêter ceux qui se trouvent en Turquie et en Libye. C'est là que se trouvent les points de départ et les personnes qui accumulent des fortunes sur la mort des autres. Les trafiquants de l'exil font même de la publicité sur les réseaux sociaux. Ces vidéos ont été réalisées sur le bateau de Kenan la veille du drame. Les passagers scandent le nom des passeurs. D'après l'enquête en cours, 3 filières sont derrière cette tragédie, pakistanaise, arabe et turque. Selon les estimations de l'ONU, ce marché rapporte 10 milliards de dollars aux passeurs chaque année. Mojtaba a entendu les pseudonymes des responsables pendant la traversée. Sur le bateau, j'ai entendu parler de Mollah Hassan, de Saïd et de Haji Parwez. Mais à mon avis, leur chef est encore plus important. Et personne ne connaît son nom, car il est secret. C'est un business, c'est un commerce.
En Turquie, il y a un quartier qui s'appelle Zeytinburnu, où tous les habitants connaissent les passeurs. C'est très facile. Vous allez chez eux et leur demandez de partir pour l'Europe. Les passeurs vous proposent plusieurs options et divers prix. Et ensuite, on attend le départ. Les passeurs parviennent à transporter des centaines de migrants d'Istanbul à la mer. Nous avons été transportés dans 2 camions bâchés. Nous étions 180 à 185. Le voyage a duré plus de 10 heures. On se rendait compte qu'on arrivait à un checkpoint parce que le camion ralentissait et qu'on entendait du bruit. Mais à chaque fois, on est passé sans problème. J'ai payé 9 200 €. Une fois en Italie, j'ai demandé à mon intermédiaire de verser l'argent aux passeurs. Mais les passeurs avaient déjà pris l'argent de tous les passagers. Ils sont très puissants. Donc même les morts ont payé. Oui, moi j'ai entendu que tout l'argent a été versé. 190 personnes ont payé quelques 9 000 €, soit près de 1,7 million en tout. Cette somme, bloquée chez des intermédiaires financiers, a été remise aux passeurs malgré le naufrage. Responsable de l'antenne de Médecins sans frontières, Sergio Di Dato était présent sur la plage le matin de la tragédie. Il vient en aide à tous les migrants qui posent pied en Calabre. Hier, 190 personnes ont débarqué à bord d'un bateau vétuste. Ils avaient tous quitté la Turquie 7 jours plus tôt. Les passeurs entassent autant de monde que possible à l'intérieur. Les voiliers qui arrivent ici ont en moyenne 140 personnes à bord. Les passagers restent assis dans la cale pendant 5 ou 6 jours, sans accès aux toilettes, en mangeant des biscuits, des snacks et en buvant de l'eau. Et c'est encore pire lorsqu'ils voyagent sur ce grand bateau-là. 600 personnes se trouvaient à bord. Cette cargaison humaine a rapporté près de 5 millions d'euros aux trafiquants. Ce trafic a désormais lieu toute l'année, car les migrants fuient la Turquie. Il se passe quelque chose en Turquie. Ils sont en train de fermer les frontières et de renvoyer dans leur pays certains profils, comme les Afghans et les Syriens. Ces derniers sont obligés de risquer leur vie en voyageant même l'hiver. Le voici en Turquie, un des pays clés du trafic de migrants. Mojtaba, Kenan et de nombreux autres sont partis d'ici, Istanbul, une ville devenue un fief pour les passeurs. Plus de 6 millions de migrants vivent en Turquie, dont 1,5 de manière illégale. Jadis tolérantes, les autorités turques ont changé de ton. La police a installé des checkpoints dans toute la ville et fait la chasse aux illégaux. Pour des raisons de sécurité, cet Afghane qui habite Istanbul depuis des années ne souhaite pas être reconnu. Il y a quelques mois, ces rues étaient pleines de compatriotes. Maintenant, ils se cachent, parce que parfois ils sont contrôlés dans la rue quand ils font leurs courses. Et s'ils sont en situation irrégulière, ils sont arrêtés et emmenés dans un centre de détention qui leur est spécialement destiné. Et ensuite, on les renvoie dans leur pays. Regardez, là, un checkpoint. Une famille afghane a accepté de nous recevoir. Ils vivent à 5, reclus dans ce 2 pièces. Le père craint d'être dénoncé par ses voisins.
Pour nourrir sa femme et ses 3 enfants, il travaille au noir dans un atelier textile. S'y rendre, c'est prendre un gros risque. J'ai peur car, comme je suis sans papier, s'ils m'arrêtent, je serai déporté et ma famille n'aura plus personne ici pour s'occuper d'elle. C'est ma crainte. En Turquie, ces 3 enfants n'ont aucun droit, même pas celui d'aller à l'école. Pour leur père, la seule voie de salut, c'est l'Europe. Prendre le bateau, c'est très risqué. On sait qu'on peut se noyer et qu'on n'est pas sûr à 100% d'arriver. C'est 50-50. Mais on accepte de prendre ce risque pour que nos enfants puissent aller à l'école. Beaucoup de gens sont partis vers la frontière. Les passeurs profitent et font monter les prix. Avant, c'était pas comme ça. Les Afghans fuient vers l'Europe depuis que le ministre de l'Intérieur turc coopère avec les talibans pour les renvoyer chez eux. Nefes aldırmayacağız. Operasyonlar sonucu değerli arkadaşlar 120 günde 112.404 düzensiz göçmen yakalandı. Depuis 2016, la Turquie a touché 9 milliards d'euros de l'Union européenne pour garder les migrants chez elle. Pour la majorité de la population, les étrangers sont devenus trop nombreux. Nous souffrons d'une crise économique. Nous avons un problème de logement et en parallèle, une crise de société. Je pense que les gens ressentent un problème d'identité. Ils ne se sentent plus en sécurité. Si l'on demandait au peuple turc s'il est prêt à conclure un accord pour jouer le rôle de garde-frontière de l'Europe, la majorité des Turcs diraient non. Depuis Istanbul, les passeurs parviennent toujours à envoyer des migrants en Europe, parfois en payant les forces de l'ordre. Beaucoup de gens, la police, peut-être la gendarmerie, je n'ai aucune information, je ne peux rien vérifier. Mais si vous dites qu'ils sont payés, c'est très probablement le cas, parce que la corruption est devenue une caractéristique de la société turque. Même si les autorités faisaient tout ce qu'elles pouvaient et appliquaient les lois de manière très stricte, beaucoup de gens continueraient à partir. Ils partent pour l'Europe car il y a du travail là-bas. Ils partent parce qu'ils ne veulent pas vivre en Turquie. À Istanbul, trouver un passeur serait très facile. Équipés de caméras cachées, nous allons essayer d'en trouver un pour négocier notre voyage vers l'Union européenne. Si je me balade dans ces rues, tu crois que je vais trouver un passeur? Sûrement. Mais il n'existe pas une devanture avec marqué dessus passeur. Ici, dans ce quartier, tu crois que j'en trouve? Oui, il y en a. Lui, il est afghan, lui aussi. Regarde avec le magasin en face. Si tu lui demandes, il peut t'aider. L'épicier vient de nous indiquer un sarafi, un intermédiaire financier qui travaille avec les passeurs. Bonjour. Ça va? Je vous dérange pas? Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à trouver un passeur. Ah, j'ai un cousin qui fait ça. Si tu veux, je peux vous mettre en contact. Son pseudo, c'est Ray, il m'appelle... Pour l'argent, je fais comment? Je m'arrange avec lui ou avec toi? Mettez-vous d'accord sur le montant, et après, pour le compte bloqué, t'inquiète pas, c'est moi qui gère. Tu laisses ton argent bloqué ici, et dès que tu arrives sur place, tu nous appelles, et nous, on libère l'argent.
L'intermédiaire assure que, contrairement à ce qui s'est passé à Croton, il versera notre argent aux passeurs uniquement si nous arrivons vivants en Europe. L'important, c'est que tu te mettes d'accord avec le passeur et que tu choisisses bien ta route. Nous avons le numéro du trafiquant. Nous allons l'appeler. Les négociations s'engagent. Le passeur nous pousse à choisir la route la plus chère, celle de la mer. Combien tu prends jusqu'en Serbie? Par personne jusqu'en Serbie, c'est 3 500 €. Mais la meilleure route, c'est celle de l'Italie. Tu resteras pas tout seul dans la forêt, tu resteras pas sans boire et manger, tu vas pas te prendre de coups. Tu vois ce que je veux dire? Tu montes dans le bateau, tranquille, et tu y vas. Et en bateau, ça coûte combien? C'est des voiliers et ça coûte 8 000 €. Comment on va jusqu'à la mer? Depuis ici, on vous fait monter dans un camion et on t'emmène directement au bateau. Il n'y a pas de policiers sur la route? Non, sois tranquille, c'est tout arrangé. On leur donne de l'argent à tous. Aux policiers? Ouais, ouais. Donc c'est 100% sûr? Eh oui, t'inquiète pas, Inch'Allah. Lorsque nous aurons versé 8 000 € cash à l'intermédiaire financier, le passeur nous indiquera l'adresse d'une planque où, avec des dizaines d'autres, nous attendrons le signal du départ. Sur TikTok, les passeurs sont omniprésents. Ils diffusent des pubs pour séduire les migrants qui optent pour la seconde route, la route terrestre des Balkans. En Serbie, 2 gangs afghans se font concurrence. D'un côté, le groupe 313. De l'autre, le gang 400. Ils sont organisés, armés et de mèche avec des policiers. Des passeurs sont actifs jusqu'aux portes de la Suisse. La famille afghane, arrivée quelques semaines plus tôt à Genève, se trouve désormais ici, au Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry. Via un réseau de passeurs, elle est entrée en Europe par la voie terrestre, longue et pleine de dangers. De l'Iran à la Turquie, puis la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, Milan et ensuite la Suisse. Ça a été difficile? Oui, très difficile. Pour garantir la sécurité de sa famille, l'homme d'affaires a opté pour un voyage cher, 44 000 € en tout, pour une prise en charge de Téhéran à Genève. Les passeurs connaissent le terrain. Par exemple, ils t'envoient une voiture. Ils t'informent quand la voiture est arrivée. Ils te disent ensuite d'aller à la localisation qui t'a été envoyée pour que le chauffeur te prenne. Le passeur, tu ne le vois jamais. Tout se passe par message. C'est comme ça que ça fonctionne. Entre 2 points GPS envoyés par les passeurs, la famille marche, parfois pendant des jours. En Bosnie, ils dorment dehors pendant 1 semaine, presque sans manger. J'avais plus peur pour mes enfants que pour moi-même. C'était très difficile. La nuit, quand ils dormaient, je mettais toujours ma main sur leurs bras. Ils tremblaient et se réveillaient en m'appelant « Maman, tu es là ? Maman, tu es là ?» Ça a été très dur. Faute de moyens pour payer leur voyage, ils ont été obligés de laisser leurs 2 enfants aînés à Istanbul. Ils craignent qu'ils soient arrêtés par la police turque et renvoyés en Afghanistan. Depuis qu'on a quitté notre pays il y a 2 ans, la peur m'habite.
C'est encore pire depuis ce voyage d'1 mois où on a traversé les forêts pour atteindre la Suisse. Lorsqu'ils atteignent enfin l'Union européenne, ils sont épuisés, dévorés par les moustiques. À Zagreb, ils se réfugient dans une pension miteuse. Comme ils ont payé le prix fort, le passeur leur envoie une voiture aux plaques serbes qui va les mener directement à Genève. On est monté dans la voiture. Les passeurs m'ont demandé de rendre au chauffeur le téléphone qu'il m'avait donné. On ne devait pas parler au chauffeur car sinon il nous ferait descendre de la voiture. Les trafiquants récupèrent le téléphone pour que la police ne puisse pas remonter jusqu'à eux. Un passeur actif dans les Balkans est d'accord de nous parler. Il a fait passer des centaines de personnes de Turquie en Europe. Il n'y en a pas 1 ou 2, il n'y en a pas 10 ou 100. Il y a des milliers de passeurs qui sommeillent dans chaque lieu. C'est un grand système. Il y a même des gars qui gagnent 100 000 $ par jour. Moi, j'en fais pas partie. Et vous arrivez à faire passer combien de personnes par mois? Beaucoup. Ça dépend de la demande. 200, 300, parfois 500. Et vous n'avez pas mauvaise conscience des fois, parce qu'il y a quand même des migrants qui perdent la vie sur la route? Jusqu'ici, aucun de mes réfugiés n'a perdu la vie. J'avais un mauvais boulot en Turquie. Je ne gagnais pas assez d'argent pour manger. J'avais pas le choix. Je suis devenu l'apprenti d'un passeur. C'est un business. Si la Turquie reçoit de l'argent, elle garde la porte ouverte. Lorsque la communauté internationale fait pression, elle la referme et déporte les réfugiés. La police bulgare prend de l'argent, il n'y a pas de problème. On les paye. Si on leur offre 7 000 $, ils ouvrent grand la frontière. Écoute bien, si l'Europe voulait vraiment que personne ne passe, pas un seul mec ne passerait. Tout ça, c'est un grand business. Sur la scène internationale, les déclarations contre les passeurs se multiplient. J'ai le grand plaisir d'accueillir son Excellence Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres de la République italienne. Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale senza sconti ai trafficanti di esseri umani. Indifférents à l'agitation politique, des migrants continuent à arriver ici, à Zagreb, en Croatie. Ces jeunes viennent d'entrer dans l'Union européenne avec l'aide de passeurs. Dans cet ancien hôtel transformé en centre d'accueil, nous ne sommes pas les bienvenus. Par manque d'argent, une fois ici, les jeunes vont faire route seuls, sans passeurs. Ils sont inquiets. L'Italie et l'Allemagne viennent d'annoncer des contrôles plus stricts aux frontières. Ils racontent tous que les douaniers croates ont pris leurs empreintes digitales de force. Ils te mettent dans un endroit fermé, sans boire ni manger, tant que tu n'as pas donné tes empreintes. Je suis parti il y a 18 mois d'Afghanistan. Les 6 à 7 000 € que j'avais sur moi, je les ai tous dépensés. Beaucoup d'Afghans ont été déportés. Quand j'ai vu le début de cette campagne d'expulsion, j'ai décidé de quitter la Turquie. Parce que s'ils me déportaient moi aussi, j'aurais eu de gros problèmes en Afghanistan. Ma vie aurait pu mal tourner. J'aurais pu être assassiné comme mon frère. C'est pour ça que j'ai pris la route des clandestins. Mustapha a fui précipitamment lorsque son frère, un militaire, a été tué par les talibans. Un passeur lui a pris 3 500 € pour l'emmener d'Istanbul à la Serbie. Parti avec ce groupe d'amis, il a dû abandonner l'un d'eux dans une forêt en Bulgarie. Il avait les mains et le visage déchirés par les barbelés. Il saignait beaucoup. J'ai sorti mon foulard pour le nettoyer.
Je n'avais rien à boire et à manger. Je ne pouvais pas rester, car sinon j'aurais fini encore plus mal que lui. Mustapha est déterminé à réussir. Tant que les talibans sont au pouvoir, il ne retournera pas en Afghanistan. Tu vas en Allemagne? Oui, en Allemagne. Prochaine étape, la Slovénie. Mustapha a promis de nous envoyer des vidéos tout au long du chemin. Salut, on vient de partir. On se dirige vers la gare. En 10 jours, Mustapha va parcourir plus de 1000 km, traverser 4 frontières, sans passeurs et presque sans argent. Sa destination finale est l'Allemagne. Les pays de transit, Suisse comprise, vont le laisser passer sans problème. L'espace Schengen est perméable. Mustapha a prévu d'arriver en train ici, à Ljubljana, la capitale slovène. Il nous envoie un message. Changement de plan, la police croate l'a éjecté du train, il poursuit à pied. On n'a pas réussi. On a dû descendre du train. On est de nouveau sur la route pour la Slovénie. 35 minutes plus tard, nouvelle vidéo. Mustapha a passé la frontière. Et voilà, on a passé la frontière. On est en Slovénie. On va vers une ville. On est dans les mains de Dieu. Regarde la vue. Mais en fin de journée, ils se font arrêter par la police. On est arrivé dans un camp de réfugiés. Hier soir, la police nous a attrapés et nous a emmenés dans ce camp en Slovénie. Le lendemain, les Slovènes les laissent partir à pied et les jeunes entrent en Italie sans problème. Voilà, on vient d'arriver sur la terre italienne. On est toujours dans les mains de Dieu. 22 heures plus tard, ils atteignent Padoue. On a pris 2 trains et ensuite un 3e. Il y a un contrôleur qui nous a chopés et il nous a livrés à la police. Après avoir pris leurs empreintes digitales, la police les laisse continuer leur chemin jusqu'à Milan, qu'ils atteignent quelques heures plus tard. Hier soir, on est arrivé à Milan. On est à la gare. On a eu beaucoup de difficultés sur la route. Ça fait des jours qu'on est sans argent, qu'on a faim et soif. On est très fatigué. Après une nuit dehors, ils passent la frontière suisse sans être contrôlés. On a pris le train pour la Suisse. Et là, on y est. Quand on est arrivé à la frontière, on n'a pas vu de douanier. On est passé tranquillement. À 22 heures le même jour, nous retrouvons Mustapha à Zurich, où il vient d'arriver. Il est épuisé, déshydraté et malade. Dans le train, j'étais vraiment pas bien. J'avais l'impression d'étouffer. J'avais de la fièvre et des tremblements. À Milan, les jeunes ont croisé la route d'Afghans en rade, qui voulaient leur faire croire qu'ils étaient des passeurs. Ce soir-là, à la gare, il y avait plein de jeunes qui proposaient des passages à 80 ou 50 € pour nous emmener à Francfort ou ailleurs en Allemagne. On savait que c'était des arnaqueurs, alors on a décidé de continuer la route seul, comme jusqu'ici. À leur arrivée en Suisse, le contrôleur des CFF les a obligés à acheter un billet majoré. Mais personne ne les a empêchés de poursuivre leur route. Ils sont au courant. Dans ces trains, tous les jours, il y a beaucoup de voyageurs afghans. Ils savent très bien que nous allons en Allemagne.
Le lendemain matin, Mustapha et ses amis vont entrer en Allemagne en tram, depuis Bâle, sans aucune difficulté. On est devant la gare. On attend le tram pour aller à la frontière. Inch'Allah. Voilà, on vient de passer la frontière. On a passé de l'autre côté en Allemagne. On avance. On est en ville. On se balade. On va voir où le destin nous mène. Et ça, c'est la ville de Francfort, le bord de la rivière. On est près de Hanovre, depuis 1 heure ou 2. On est assis tranquillement dans un parc. Et demain, Inch'Allah, on va se rendre au camp de réfugiés. Regarde, la belle vue sur le parc. Les jeunes vont demander l'asile. Après 19 mois d'errance, c'est la fin de leur voyage. Ils viennent de nous amener à nos lits. On est arrivé dans le camp, et maintenant on est dans les mains de Dieu. On va voir ce qui va se passer. Nous voici à Genève, à l'ambassade d'Afghanistan. Nous avons vu de jeunes Afghans traverser la Suisse en train ou en bus sans difficulté. Vous êtes au courant? Vous voulez dire depuis les pays voisins? Oui, bien sûr. Parfois, ils viennent sans problème. Les problèmes commencent quand ils entrent dans le système. Les CFF lui envoient les billets que les migrants n'ont pas payés. Mais bien sûr, l'ambassade n'a pas de budget pour payer les billets de tous les Afghans qui prennent le train. Nassir Andisha est un ambassadeur très spécial. Il ne représente pas le gouvernement taliban de son pays. Il est resté en poste dans un seul but, aider ses compatriotes. Il s'inquiète de leur sort. Vous avez vu ce qui se passe actuellement au Pakistan. Il renvoie près d'1 million d'Afghans. En Iran, il est très difficile d'entrer dans ce pays. Et puis, de l'Iran à la Turquie, à la frontière, tous les jours, nous voyons des vidéos horribles de personnes battues, de personnes sur lesquelles on tire. Certains pays, en raison de leur propre politique et de leurs difficultés, traitent avec les talibans. Ils continuent à renvoyer les Afghans, mais moralement, peut-on vivre avec cela? Personnellement, je ne le pense pas. Comment savoir ce que les personnes renvoyées sont devenues? Qu'est-il advenu des droits de l'homme? Sur les 1,7 million d'Afghans qui ont fui leur pays depuis l'arrivée des talibans, seuls 15 000 ont déposé une demande d'asile en Suisse. Pour l'ambassadeur, fermer les frontières n'est pas une solution. Il n'est pas possible d'arrêter ou bloquer complètement le mouvement. Mais cela augmente le coût. Le coût pour votre vie et le coût économique, financier. Et ils vont continuer à venir? Ils vont continuer à arriver. Et qui en profitera? Les passeurs et les personnes corrompues au sein du système. Regardez ce qui se passe. Regardez les gens qui sont morts. Regardez notre situation. Regardez la misère totale dans laquelle nous nous trouvons tous. L'ambassadeur a été très marqué par le naufrage de Croton. C'est lui qui a envoyé à la famille de Kenan les documents nécessaires pour que le corps puisse être rapatrié à Kaboul. Kenan, il voulait vivre. Kenan, il voulait faire son avenir, aider sa famille. Il ne méritait pas ça. C'est pas sa place. Je culpabilise. Je me demande comment est-ce que ça se fait que moi j'ai autant de chance d'avoir juste la liberté de pouvoir vivre normalement, on va dire, et que d'autres personnes doivent risquer leur vie pour avoir les mêmes
choix et liberté que j'ai. C'est très risqué, mais je pense que j'aurais préféré prendre le risque.